Aujourd'hui, c'était aussi la Toussaint, et c'est vrai que de nombreuses familles ont pour habitude ce jour-là, familles catholiques essentiellement, c'est une fête catholique, hein, la Toussaint, d'aller au cimetière pour rendre hommage aux défunts, aux disparus. Bon, moi je préfère aller un autre jour parce qu'il y a trop de monde ce jour-là, je trouve, mais c'est une fête importante aussi, la Toussaint, dans le monde des pompes funèbres, que vous avez effectivement connu pendant 10 mois pour écrire un livre qui s'appelle Demain dès l'aube chez Flammarion. Ce monde des cimetières, vous l'avez connu parce que vous avez cette particularité pour le livre d'avoir fait plusieurs emplois différents dans le domaine de la mort. Exactement. C'est un jour Quels très... sont les emplois différents d'ailleurs que vous avez faits? J'étais marbrière, c'est-à-dire, on va commencer par la fin. Marbrière, c'est travailler dans les cimetières, c'est-à-dire construire les monuments, ouvrir ou les refermer pour les inhumations. C'était très étonnant parce que les marbrières, ça n'existe pas. C'est marbrière, oui, enfin stagiaire. Parce que, bon, sont des personnes qui, dans cette société, avaient une double casquette. Ils étaient également porteurs. Donc j'ai appris et on apprend qu'un porteur de cercueil, vous voulez dire? Porteur de cercueil, mais un porteur ne fait pas que porter les cercueils. Les porteurs vont chercher les défunts quand on appelle la société de pompes funèbres. Et là, dans cette société-là, les porteurs, en fait, travaillaient aussi en tant que marbriers. Donc j'ai passé beaucoup de temps avec eux. Thanatopracteurs, qui font les soins de conservation, conseillers funéraires. C'est un secteur qui concerne 25 000 personnes en France, c'est pas rien, et pourtant, c'est un secteur qu'on connaît très mal. Comment vous, qui avez été en immersion dans cette société familiale implantée dans le Loiret, pour redonner le contexte, comment analysez-vous ça? Est-ce c'est notre peur de la mort qui fait que c'est des choses qu'on ne veut pas tellement savoir? On a tous été confrontés au deuil, à la mort d'un proche, et pourtant c'est un secteur qu'on ne connaît pas ou qu'on ne veut pas connaître. On ne veut pas le connaître parce qu'effectivement... c'est tabou en fait encore. C'est extrêmement tabou encore. Je pensais pas autant, hein, et ça l'est. Ça l'est déjà quand eux se présentent, quand on dit qu'on travaille dans les pompes funèbres, on peut avoir un geste de recul. Certains disent directement, non, moi je dis pas que je travaille dans les pompes funèbres parce que ça crée un blanc. Donc je dis, je suis croque-mort. Et les gens en face disent, ah, on dit croque. Non, l'abréviation c'est croque. Je suis croque-mort parce qu'ils préfèrent y aller directement. Non, mais en fait, tu fais quoi dans la vie? Allez, déconne. Je suis croque-mort. Donc, on ne croit pas les gens. Et certaines personnes, en fait, restent floues. Ils disent, je suis conseiller. Donc, on peut être conseiller en assurance, on peut être conseiller en automobile, voilà. Mais c'est vrai que ce sont des personnes qui, dans leur contrat de travail, ont une clause de confidentialité, un peu comme les médecins. Donc, ils parlent peu. Et ils ont un droit ils doivent respecter, en fait, observer une forme de silence par respect pour, bien entendu, les familles, évidemment les défunts. Je peux vous demander pourquoi vous avez eu envie, pour ce livre, publié chez Flammarion, Demain dès l'aube, pourquoi vous avez eu envie de fréquenter ce milieu, d'être en immersion dans des pompes funèbres? Je pense que la première ligne du livre, c'est je préfère les enterrements au mariage. Ça peut vous sembler un peu bizarre, mais en fait, j'ai eu, comme tout le monde, beaucoup de décès dans ma famille et parmi mes proches. Mais je pense que ce sont les seuls moments où on a vraiment le cœur à nu, où on a des sentiments qui sont absolument pas instagrammables. Et on ne triche pas. Par ailleurs, on avait avec cette société de pompes funèbres, qui s'appelle Société Caton, qui est dans plusieurs départements, qui a 47 agences, dont certaines à Paris. On avait 13 cercueils en commun. Et un jour, je leur ai dit, j'aimerais rien passer de votre côté. C'est-à-dire que c'est peut-être aussi pour arrêter de fuir. Pour arrêter de fuir, et parce que c'est mon memento mori, en fait. Vous n'avez donné que la première phrase, mais les suivantes sont très bien aussi. J'ai toujours préféré les enterrements au mariage. Les éclaboussures du bonheur me rasent. Les trémolos du oui me laissent de marbre. Je ne sais jamais comment me saper autrement qu'en veuve italienne. Vous nous le prouvez ce soir. Ce que je ne suis pas. C'est fou, quand même. Comme ça, effectivement, encore ce soir, quand je vous ai vu arriver, je me suis dit, bon, ben voilà, c'est habillé de circonstance pour la promo du livre, mais pas du tout. Non, pas du tout. En fait, je suis souvent habillée en noir. Et puis, de toute façon, Lagerfeld disait, voyez la vie en rose, mais surtout n'en portez pas. Voilà. Donc, j'ai pas fait de gaffe. Ma dernière question, parce qu'à un moment donné, vous évoquez la période du Covid, qui a été une période très spéciale dans ce milieu et dans ce monde de la mort et des pompes funèbres. Et on sait pourquoi, on va pas le rappeler. Vous y étiez avant, après? J'ai débuté en mars 21.
Mais il y a eu quelques mois d'approche parce qu'au départ, en fait, c'est pas parce qu'ils m'avaient vu pleurer devant des cercueils que je pouvais rentrer dans la société comme ça. Ils avaient très peur que, en fait, je ne tienne pas la route. Et ils m'ont dit, vous savez, Caroline, la mort est pas belle à regarder. S'y confronter n'a vraiment rien d'évident. Et la raconter est peut-être impossible. Et comment eux, ils tiennent le coup alors? Ils ont des psychologues? Parce que c'est dur comme métier. Eux, ils parlent beaucoup entre eux. C'est-à-dire que pendant les convois, après les transferts, dans le jargon, un transfert, c'est quand on va chercher un défunt et qu'on le ramène dans un funérarium. Ils parlent beaucoup. Plus les situations ont été difficiles, plus ils échangent entre eux. Et ils ont, en tous les cas, dans cette société, aussi accès à une psychologue qui, comme il nous disait, quand on prend attache. C'est-à-dire que ils sont confrontés à des scènes terribles par moment. Qu'ils peuvent contacter. Et effectivement, pendant le Covid, on ne les a pas applaudis. Ils étaient en première ligne, comme beaucoup, mais dans une première ligne extrêmement difficile. Et je sais qu'ils n'étaient pas remerciés. Donc, le président fondateur de la société a appelé le préfet pour dire est-ce qu'éventuellement on pourrait avoir des remerciements? Et le préfet a remercié. Il y a eu quelques enquêtes, sondages qui sont parus récemment. Forcément, c'est souvent en cette période de Toussaint que ces enquêtes sortent, qui montrent que les Français maintenant choisissent quand même majoritairement plutôt la crémation que l'inhumation. Vous comprenez pourquoi? Alors c'est pas encore totalement majoritaire. Je veux dire, dans les années 80, il y avait à peu près fin 70-80, environ 1% des obsèques qui faisaient l'objet d'une crémation. Aujourd'hui, c'est 39%. Et dans un sondage qui est sorti effectivement récemment, qui a été fait par la Fédération nationale du funéraire, les projections, quand on demande aux gens on a ou inhumation ou crémation aujourd'hui en France, à 60%, les gens répondent une crémation. Une crémation. Un mot sur ce sujet, si vous en avez envie. C'est vrai que ça traduit un petit peu la sécularisation progressive de nos sociétés, où effectivement, tout ce qui relevait du rite religieux, puisqu'on sait que l'Église est plutôt... Alors, elle autorise la crémation depuis, je crois... 63. Ouais, 63, mais elle est plutôt relativement hostile. Et donc, il y a quand même un mouvement qui accompagne. Et c'est intéressant, j'ai regardé les chiffres dans d'autres pays européens, je l'ignorais, mais en Grèce, c'est seulement depuis 2006 que le pays autorise la crémation. Et seulement depuis 2019 qu'on peut réellement le faire, puisqu'il n'y avait aucun centre où c'était possible. Et vous avez un certain nombre de pays avec une implantation de la religion catholique qui est encore très élevée, notamment l'Italie, où les chiffres sont encore très déséquilibrés. Oui, mais la déchristianisation de la France fait que justement c'est plus simple aussi. Puis je vais être très trivial, c'est aussi beaucoup moins cher. La crémation que de faire construire un tombeau, le marbre et tout ça, quoi. Il vous reste 20 secondes, Pablo. Et alors, moi je suis allé regarder aussi parce que c'est aussi rattaché à plein de pensées ésotériques. C'est-à-dire, à partir du moment où vous êtes incinéré, vous êtes de la cendre. Et là, mais vous avez une foultitude de choses que vous pouvez faire avec ces cendres, plus ou moins légales. Vous pouvez les disperser. Il y en a qui vont les disperser dans des toilettes d'aéroport, qui vont les disperser dans des squares, etc. Alors que c'est totalement interdit dans les lieux publics. Et puis alors, il y a aussi des startups qui vous proposent de les mettre dans des urnes qui se transforment en arbres. Il y en a d'autres qui vous disent oui, on va pouvoir faire du diamant avec vos cendres, ou alors on va les mélanger avec de je sais pas quoi pour après faire des huîtres. Non mais c'est absolument magique en fait. Le monde des startups qui rentrent dans les pompes funéraires.